Bonjour et merci de m'accueillir dans cette enceinte où tant de choses fortes, importantes et pertinentes ont déjà été dites avant moi. Alors on arrive, j'allais dire, pas en fin de peloton, mais enfin en tous les cas avec le sentiment que le terrain était passablement débroussaillé et qu'il ne reste pas grand-chose à indiquer. Mais je vais m'efforcer, après ce qui a été dit et l'évocation qui vous a été faite de la thématique de l'espérance, de mettre sous le feu des projecteurs, sous la lumière de votre sagacité et de votre réflexion, la thématique de l'esclavage, telle qu'elle se déploie aujourd'hui dans la littérature antillaise. À mon sens, elle constitue, cette thématique de l'esclavage, une véritable pierre angulaire, un lieu de mémoire incontestable qui, par ses récurrences de livre en livre, tente à montrer que cette permanence, cette récurrence, n'est pas du tout quelque chose de fortuit. Qu'on appelle à la barre des livres fondateurs comme le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire ou les Indes d'Édouard Glissant, force est de constater que l'esclavage n'en est pas moins absent, loin s'en faut, dans des textes autrement plus récents, d'auteurs aussi divers que Fabienne Canor avec Humus, Daniel Maximin et Les fruits du cyclone, ou Patrick Chamoiseau dans L'esclave vieil homme et le molosse. Or, la déclaration en forme d'avertissement au lecteur par laquelle s'ouvre ce roman dialogique et mémoriel est révélatrice d'une littérature qui a partie liée avec l'histoire à son corps défendant, il est vrai. Je cite ici Patrick Chamoiseau, dont le tout début de son ouvrage « L'esclave vieil homme et le molosse ». Les histoires d'esclavage ne nous passionnent guère, dit-il. Peu de littérature se tient à ce propos. Pourtant, ici, terre amère des sucres, nous nous sentons submergés par ce nœud de mémoire qui nous acre d'oubli et de présence hurlante. À chaque fois, quand elle veut se construire, notre parole se tourne de ce côté-là, comme dans l'axe d'une source dont le jaillissement encore irrésolu manque à cette soif qui nous habite irrémédiable. Ainsi m'est parvenue l'histoire de cet esclave, vieil homme. Seules de proliférantes mémoires pourraient en suivre les emmêlements. Ici, soucieux de ma parole, je ne saurais aller qu'en un rythme léger, flottant sur leur musique. La construction d'une fiction romanesque l'emporte donc sur la restitution du passé. Mais de ce même passé, l'écrivain antillais peut-il faire table rase? Non, car s'il s'introduit par effraction dans son univers intérieur, s'impose à sa table de travail. Et dès lors, il faut composer avec lui, composer avec cette base continue, ce tempo sourd qui s'inscrive dans ce fameux nœud de mémoire. Il existe donc une sorte d'impossibilité ontologique d'écrire des histoires depuis la Guadeloupe et la Martinique en faisant abstraction tout à la fois de la double matrice de l'esclavage et de la colonisation, et par ailleurs du discours historique officiel, jusque-là dominant. En conséquence, l'historien guadeloupéen Orono Lara a pu écrire « Nous, Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais, nous ne disposons pas en propre d'une histoire particulière. L'histoire, et par l'histoire j'entends l'histoire du monde, nous y sommes plongés jusqu'au cou. Impossible de se situer hors de l'histoire quand on est originaire des Caraïbes et qu'on a subi des siècles de traite négrière et de systèmes esclavagistes. Impossible de se vouloir philosophe, romancier, économiste, linguiste, créolophone, sans se poser d'abord comme acteur et sujet de l'histoire. » Fin de citation. Voici posé donc dans un style direct, percutant, à la manière d'un verdict sans appel, les principaux éléments du décor historique dans lequel évolue aujourd'hui aussi bien l'écrivain antillais que son lecteur avéré ou supposé. La poussière des tragiques événements en cause n'est pas encore retombée. L'encre qui les a écrits n'est pas encore sèche. Le choc traumatique de l'esclavage, dont l'écho demeure toujours aussi puissant et vigoureux dans la mémoire collective antillaise et qui sert du plus grand dénominateur commun au discours politique, social et historique, confère à la littérature antillaise contemporaine une saveur particulière, un accent tonique singulier. Si on se tourne le temps d'une brève escapade comparative vers l'Afrique du Sud, en compagnie d'un de ses écrivains, André Brink, dans le roman qu'il rédige avec état d'urgence, met en scène un écrivain qui ne sait pas comment écrire un roman d'amour dans les affres de l'apartheid. Ses réflexions, ses doutes, son tourment intérieur nous sont rapportés dans les termes suivants. Pourquoi ce désir irrépressible chez mes personnages de sonder leur passé? Ce perpétuel échange de souvenirs? Si ce n'était rien d'autre qu'un truc facile d'écrivain, son rendement serait décroissant, ce qui signifie que le mouvement vers l'intérieur ne peut apparaître qu'en fouillant le passé. Dire en somme donc qu'il y a au verso du silence de l'histoire, ce qu'il y a au verso du silence de l'histoire constitue immanquablement une introspection, mais aussi une libération. Se libérer du passé qui ne passe pas, d'un passé qui ne passe pas, et qui s'ouvre par tous les pores du présent,
est à mon sens le premier des enjeux de la littérature antillaise. Ce qui a deux conséquences majeures. D'abord, construire par la parole, l'écriture, une stratégie de résistance, de résilience, de réappropriation du passé. Ensuite, élaborer un champ littéraire spécifique, marqué par une forte dimension mémorielle. Ce sont là les trois axes principaux de l'analyse critique à laquelle nous nous livrerons afin de rendre compte de l'économie de l'esclavage dans la production littéraire antillaise. Donc d'abord, un passé qui ne passe pas. Tous ceux, et ils sont légion, qui rêvent d'îles au soleil, derrière la carte postale de vacances, à l'imagerie paradisiaque, à souhait, faite de cocotiers fiers et altiers, de barques alanguies sur des plages de sable blanc, devraient méditer le sens de la nouvelle écrite par Ernest Pépin, au titre symptomatique et éloquent, L'envers du décor. Cette nouvelle, L'envers du décor, empreinte de malice et d'humour parfois grinçant, est publiée, ce qui n'est pas un détail indifférent, au sein d'un ouvrage collectif consacré à la littérature des Caraïbes, et précisément intitulé, non sans ambiguïté et à propos, Un paradis brisé. Le récit que nous narre Ernest Pépin dans L'envers du décor serait au fond assez quelconque, sans importance, s'il n'avait sans cesse maille à partie avec l'histoire, avec la poignante et sanglante geste historique qui précipite depuis les rivages occidentaux de l'Afrique toute une humanité en loques et en haillons, sur les littoraux apparemment hospitaliers des îles de la Caraïbe. S'insurgeant contre, je cite, la certitude que les îles sont des machines à bonheur, l'auteur de cet envers du décor désenchante patiemment le regard exotique, réducteur de ces personnages en leur administrant une magistrale leçon d'histoire. Si Jean-Paul et Sylvie ont fait le choix d'abandonner toute leur sécurité de métropolitains actifs et blasés pour planter leur tente en Guadeloupe, c'est comme aimantés par l'idée, longtemps chérie, de faire enfin le grand voyage vers le paradis terrestre. Or, en lieu et place d'une terre d'abondance et d'un Eldorado des paysans hospitaliers, Jean-Paul et Sylvie doivent se rendre à l'évidence. Ils ont élu domicile sur une terre rude, fière, ombrageuse, pétrie d'histoire, d'esclavage, d'histoire de nègres rebelles, insoumis, maintes fois racontées dans des livres mémorables qui leur sont inconnus, il est vrai, par des écrivains unanimement salués par la critique, et je cite Saint-John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant, Maryse Condé. Ils n'avaient entendu parler que de Patrick Chamoiseau à cause de son prix Goncourt. Pour le reste, ils n'avaient rien lu et rien appris des Antilles. Cette ignorance impardonnable de ce patrimoine littéraire, des us et coutumes de la société antillaise et de son rapport conflictuel à sa propre histoire ne pouvait qu'être lourd de conséquences et provoquer dès lors toute une série de maladresses, de malentendus, d'irrémédiables déconvenus. Qu'on va bien s'arrêter, par exemple, sur le nom retenu par Jean-Paul et Sylvie pour enseigne du restaurant créole qu'ils ouvrent après moult contretemps, et tout aura été dit sur leur inaptitude à s'insérer dans le microcosme de la non moins riante et chaleureuse Caruquera. Choisir en effet de baptiser Christophe Colomb un restaurant tenu par des Français de France est une faute inexcusable qui s'apparente soit de l'inconscience, soit de la provocation. Ériger la figure honnie d'un découvreur vilipendé, celui par qui le scandale de la traite négrière a été rendu possible, en emblème commercial, en signe de ralliement de clients sourcilleux et allergiques au culte des héros conquérants, ne pouvait manquer de conduire à la ruine ceux qui avaient pris une initiative aussi hasardeuse que malheureuse. Que l'on ouvre des ouvrages savants d'historiens experts en symbolique coloniale, ou que l'on se remémore la poésie lyrique de l'un des fervents défenseurs de l'antillanité, le même discours sévère et critique est tenu à l'encontre d'un homme qui, par erreur, aurait découvert sur la route des Indes l'Amérique. L'historien déjà cité Oruno Lara déclare en effet sans détour « L'arrivée de Christophe Colomb aux Caraïbes en 1492 est une violente intrusion aux conséquences incommensurables. Arrivé aux Caraïbes en 1492, il ne cessera de penser, de projeter un commerce visant la déportation et la vente des indigènes en Espagne. Colomb avait été profondément marqué par ses voyages en Afrique. La route de Colomb passait en effet par l'Afrique, et l'amiral portait en lui déjà les structures du système de la traite en vigueur depuis 1440. Le poète Édouard Glissant, auquel nous nous sommes déjà référés, qui consacre un long poème, Les Indes, à cette fameuse geste des découvreurs, souligne en une formule sobre et concise toute la déraison de la traite négrière qui succède à l'euphorie de la conquête. C'est l'Inde de la souffrance après les Indes du rêve. Et Glissant nous avait déjà prévenu, le rêve s'épuise toujours dans son projet. Autrement dit, les meilleures intentions et désirs les plus louables finissent toujours par se corrompre, sont dénaturés, vidés de leur substance initiale. Cette dérive toute humaine, en forme d'inexorable érosion et perversion du projet originel, frappe également Jean-Paul, qui, avec sa compagne Sylvie, je cite, « ne voulait pas être des touristes.
Vous n'avez rien à voir avec ces gens-là, taillés sur mesure pour les clubs de vacances du monde entier. Eux, ils avaient l'intention de devenir de vrais Guadeloupéens. Fin de citation. Mais quelques pages plus loin, on peut lire « Sans se rendre compte, Jean-Paul, au lieu de faire corps avec le pays, s'en détachait. Il disait de plus en plus « eux, vous autres, nous les métros, et jamais les Guadeloupéens ». Pareil glissement, pareille distorsion ne peuvent s'expliquer qu'au regard de la schizophrénie structurelle des sociétés antillaises dont il n'est possible de faire l'économie dès lors que l'on souhaite durablement s'enraciner dans ces terres d'outre-mer. D'un côté, le rêve d'un pays de cocagne n'est pas sans fondement avéré et témoignage probant, je cite, « Un si beau pays, ils ont de quoi être heureux avec tout l'argent que la France déverse. Belle route, embouteillage de grosses cylindrées, Mercedes fait chien, collège ultramoderne, RMI comme sable sur plage, 40% de plus sur le traitement des fonctionnaires. Ils sont pas contents quand même? Mais qu'est-ce qu'ils veulent ?» De l'autre côté, un sentiment trouble de rancœur tenace et de compte à solder avec le passé laisse aux visiteurs non avisés un goût amer de reproches injustifiés. Parce que seul est capable de triompher de cette déroutante complexité socio-culturelle celui qui sait se mettre à l'écoute, je cite à nouveau, de tout l'en-dessous qui supportait la société guadeloupéenne avec ses bons et ses mauvais côtés, un silence qui peut dire, un rire qui étouffe une douleur, un brin d'humour, un combat pour l'exister, une vitalité en alerte, un langage des corps, de vieilles rancunes, l'obligation d'aller devant un chemin barré, un paquet de diversité, un étourdissement lucide, une attente, une espérance du monde, un chaos bien orchestré, un défi. Fin de citation. Il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à commenter ici. Contentons-nous de souligner, derrière l'art consommé des euphémismes, des oxymores et des métaphores, le poids du non-dit, la part de l'ombre, qu'Édouard Glissant appelle le refoulé historique, et qui renvoie ici à la dimension à la fois psychique et comportementale d'un passé qui ne passe décidément pas. D'aucuns ont insisté avec force, illustration et démonstration convaincante sur ce singulier envers du décor, que nous nommions à l'instant schizophrénie structurelle des îles de Guadeloupe et par extension de tout l'outre-mer français. Il suffit d'évoquer dans une perspective anthropologique et sociologique le titre d'un ouvrage de référence dont il a été question hier à cette même table, « Peau noire, masque blanc », pour mesurer l'ampleur de la dichotomie fondamentale ontologique dans laquelle les peuples antillais sont installés. Un jour, le maître blanc, dit Fanon, a reconnu sans lutte le nègre esclave, mais l'ancien esclave veut se faire reconnaître. Tout est dit ici, je crois, du malentendu historique qui se joue depuis le jour de l'abolition de l'esclavage de 1848 jusqu'à l'aujourd'hui de la départementalisation, de l'assimilation, ou faute de mots, de gestes suffisants pour reconnaître les torts et les outrages perpétrés. Les peuples antillais ne parviennent pas à exister par eux-mêmes et pour eux seuls. Ce qui se joue, entre autres, à travers l'écriture dans une démarche cathartique de purge du passé, c'est un besoin de reconnaissance. Reconnaissance symbolique, certes, mais indispensable au succès du processus de thérapie collective initié par les écrivains antillais. Or, dans le cas présent de l'histoire antillaise, si longtemps sous tutelle et dominée, la tâche assignée à l'écrivain semble pour le moins complexe. Il lui faut tout à la fois produire une fiction, bâtir un récit et en même temps questionner, quereller l'histoire existante, du moins le discours historique jusque-là établi. Preuve en est ce constat sans embâche dressé par Patrick Chamoiseau. Autour de moi, dit-il, la colonisation avait mené discours. Elle avait nommé, elle avait désigné, elle avait expliqué, elle avait installé une histoire qui niait nos trajectoires. Elle s'était écrite sur nos silences démantelés. Dans le discours antillais, Édouard Glissant formule un jugement encore plus sévère, stigmatisant le rapport biaisé des Naturés et des Antillais à leur propre histoire. Les Antilles sont le lieu, dit-il, d'une histoire faite de ruptures et dont le commencement est un arrachement brutal, la traite. Il parle également de l'expérience du gouffre. Notre conscience historique ne pouvait pas sédimenter, si on peut ainsi dire, de manière progressive et continue, comme chez les peuples qui ont engendré une philosophie souvent totalitaire de l'histoire, les peuples européens, mais s'agrégeait sous les auspices du choc, de la contraction, de la négation douloureuse et de l'explosion. Ce discours discontinu, dans le continu et l'impossibilité pour la conscience collective d'en faire le tour, caractérise ce que j'appelle une non-histoire. Le facteur négatif de cette non-histoire est donc le raturage de la mémoire collective. Or, cette mémoire raturée, gommée, occultée, constitue une véritable marque de fabrique, une signature des lettres antillaises dont on ne peut pas faire l'économie au regard de l'immensité de l'ombre projetée par l'esclavage dans la structuration du discours littéraire antillais. Elle est comme la ligne d'horizon indépassable à partir de laquelle se construisent les 1001 mondes imaginaires de la fiction littéraire antillaise. Tout se passant comme si
Il fallait, coûte que coûte, que chaque génération d'écrivains instruire à nouveau le procès de l'esclavage, rétablir dans sa vérité brute et originelle une histoire qui reste à écrire, dont tout n'a pas été dit. Remettre sur l'établi de l'écriture le vieil ouvrage de l'esclavage, c'est assurément dialoguer à distance avec une certaine tradition littéraire et se faisant ajouter sa voix propre, apporter sa contribution originale à cette historiographie littéraire. En ce double sens, il faut entendre la mise au point sentencieuse de Fabienne Canor dans son roman, au seuil même du roman Humus. Laissez ici toute espérance, vous qui pensez peut-être qu'une histoire sur l'esclavage est nécessairement un roman d'aventure, un récit épique, une épopée tragique, où ça viole, pille, frappe, meurt, à tout va, abandonné tout espoir. Vous qui espérez sans doute que je m'en vais conter une histoire, quelque chose d'énorme, d'exotique, d'inouï, à force de détails, chiffres, moult rebondissements, de l'action, de la couleur, pour mieux émouvoir, donner à voir comme si j'y étais. Je n'y étais pas. C'est tout ce dont je suis sûr. Sûr que nous aurions pu tous y être, tant il est d'épreuves universelles, familières, familiales, à force de l'être. L'écrivain n'est donc pas témoin, au sens où Prémélovy le concevait dans le devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas le scribe de faits dûment observés par ses soins, mais il est un héritier qui assume au milieu de sien le tragique d'une histoire hors du commun. De ce point de vue, tous, nous sommes fils de ceux qui survécurent, selon la formule si juste de Glissant. Vous l'aurez compris, il y a une voie pour sortir du traumatisme, et cette voie pour sortir du traumatisme, de ce passé qui ne passe pas, elle se construit à partir d'une stratégie de résilience, la résilience par l'écriture. Compte tenu de la prégnance de l'histoire dans les textes de fiction issus de la même ère géographique et culturelle, on ne peut pas considérer qu'elle est simplement fortuite. Elle correspond à une étape incontournable de maturation identitaire, voire nationale, dans le développement des lettres guadeloupéennes et martiniquaises. Ce n'est pas non plus un quelconque effet de mode qui est à invoquer en la circonstance, sinon la nécessité impérieuse d'élaborer un salutaire travail de mémoire, là où le déficit de vérité de l'histoire officielle et enseignée se cumule avec l'absence de témoignages écrits, vérifiables, des contemporains ou principaux acteurs de la déportation et de la traite négrière. Par opposition à la sortie d'Égypte, qui fonde pour le peuple juif une geste positive en le libérant de la tutelle tyrannique de Pharaon, la sortie d'Afrique des esclaves noirs est un mouvement parfaitement inverse où un nouveau peuple se fonde dans l'histoire silencieuse des cales. Tout le tragique de cette situation se trouve dans le sous-titre du livre d'Hubert Gerbaud, Les esclaves noirs, et Gerbaud sous-titre son ouvrage ainsi, pour une histoire du silence. Nous voilà donc rendus au verso du silence, là où la mort est un gain, l'oubli une perte. Le combat contre l'oubli passe donc ici par une remémoration symbolique des événements fondateurs de la mémoire collective antillaise. Les écrivains guadeloupéens et martiniquais que nous connaissons souscrivent volontiers et sans restriction à cette affirmation de principe d'Aimé Césaire, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Encore faut-il vouloir entendre ce que cette bouche a à nous dire. Il existe en effet deux points de vue antinomiques qui affleurent nettement dans ce que Glissant appelle le refoulé historique, opposant les tenants d'une parole prolixe libératoire, en vertu de laquelle le travail de mémoire est un impératif, et les partisans avérés de l'oubli, ou plus exactement du non-dit. Dans un livre qui apparemment est fort éloigné de nos centres d'intérêt, L'usage du monde, l'auteur Nicolas Bouvier fait la remarque suivante en regard de l'histoire mouvementée et tumultueuse des Balkans au cours de la première moitié du XXe siècle. Je cite, « Personne à Saïmichte ne parlait du passé. On pouvait supposer sans risque de se tromper qu'il avait été partout difficile. Comme des chevaux couronnés, mais de courte mémoire, la petite population de la zone puisait dans cet oubli le courage de revivre. Ici, l'oubli est volontaire. À la manière d'une cause entendue par tous, loi du silence oblige. Une cause également perdue d'avance que celle de la réappropriation de son histoire, à force de résignation, de renoncement, le passé est opaque, escamoté, refoulé. La tentation de l'enfouissement, le syndrome de l'autruche qui, devant le danger, met la tête la première dans le sable, renvoie à une culture du déni. C'est trop douloureux pour qu'on en parle, la plaie est encore trop à vif, il vaut mieux taire par conséquent le récit des faits. Mais une autre posture est possible. Celle qu'adopte par exemple Dany Bébel-Gisbert dans un livre dont le titre en dit long sur le projet qu'il inspire, Léonora, ou l'histoire enfouie de la Guadeloupe. Il y a quelque temps, je cite, « Je suis allé à une conférence où l'on racontait tout ce que les nègres avaient enduré pendant l'esclavage.
Un monsieur s'est levé, enragé, comme s'il allait manger sa belle-mère. Je ne suis pas d'accord du tout. On n'a pas idée de faire venir des gens pour leur ressasser toutes ces souffrances du temps déjà dépassé. Ça ne peut que susciter la haine contre les Blancs. Cet homme vivait peut-être avec une femme blanche. De quoi avait-il peur? Si tu n'as pas toi-même subi toutes ces atrocités, tu n'es pas obligé de haïr. Mais même si je le veux, je ne peux pas rayer l'esclavage. Ça s'est réellement passé. Toujours cacher notre histoire. Fin de citation. Le prodigieux travail de mémoire qui se réalise à travers la nouvelle littérature antillaise prend de facto le contre-pied de cette attitude frileuse, cette attitude d'occultation du passé et négationniste vis-à-vis du passé. Le leitmotiv déclamé sur tous les tons, aujourd'hui par les auteurs antillais, consiste à rappeler aux uns et aux autres, écrivains ou non, qu'il est de la responsabilité morale, de leur devoir civique d'éduquer au rétablissement de la vérité historique. Vincent Placoli, qui n'hésite pas à écrire dans une postface étrangement intitulée « Le passé d'aujourd'hui », ceux qui, pour se retrouver, ont quelque peu fouillé l'histoire hallucinante des Antilles et ont su surmonter la déception des documents tronqués, j'allais dire truqués, savent que sans descente en soi, même sans l'intuition mobile de la rêverie, il n'est pas possible de donner corps à des faits que le fleuve du temps a recouverts de sa boue. De ce point de vue, le premier devoir des générations qui s'en vont est de préparer pour celles qui viennent les armes de la lutte contre l'oubli. Ceux-là n'auront pas de mort tranquille tant que le cancer de l'oubli rongera la chair de leurs enfants. Le silence tragique, il faut le déceler, sous l'abondance des paroles actuelles, sous l'hystérie des volitions d'aujourd'hui, sous ce flot de sentences verbeuses qui noient le corps en le rejetant loin des rivages du temps. L'écriture fait donc office d'arme contre l'oubli, d'arme miraculeuse au sens césarien de l'expression, pour élaborer une stratégie de résistance en forme de résilience devant la violence de l'histoire, violence proprement cyclonique faite au peuple de la Caraïbe. Dans Tambour Babel, un roman très abouti, suggestif d'Agnès Pépin, ce silence constitue à part entière un personnage de la narration, et exprime avec force la violence historique de la parole interdite, c'est-à-dire la parole bâillonnée de l'esclave. Avant même que ne débute le récit, proprement dit, nous voilà prévenus dans un avant-texte baptisé Prélude. Nous avons comblé le silence de l'histoire avec des histoires. Tambour Babel, ce que la langue ne peut dire, le tambour le déparle. Et nous en avons eu déjà maintes illustres et remarquables illustrations ici avec le groupe Conviction. Ce que la langue ne peut dire, le tambour le déparle. Lieu de parole retrouvé, libéré et instrument de rétablissement de la vérité, le tambour-ka assure une fonction langagière de conservation du passé. Il participe d'une stratégie de résilience. Et c'est vrai que la musique, mieux que nous autres invités, spécialistes de telle ou telle discipline, la musique, l'art en général, l'expression artistique, dit mieux que nos analyses critiques, au fond, ce qu'est et ce qu'a été le passé, en tant que l'art est conservatoire du passé. J'abonde dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Donc il participe, le tambour, d'une stratégie de résilience, et l'art, par extension générale. Procédé psychologique, la résilience, consiste donc à tirer parti de l'adversité, des circonstances éprouvantes, douloureuses de l'existence, pour réussir, sinon dans la vie, du moins sa vie. Le malheur est utilisé comme un tremplin qui permet de rebondir, comme un levier pour se construire un avenir différent de celui auquel vous étiez destiné. Instrument du refus, de l'insoumission aux valeurs du colonialisme, le tambour hèle une souffrance en forme de névrose. Il troue et rompt brutalement le silence du refoulé historique. Cette lecture du rôle mémoriel du tambour sous la prose d'Ernest Pépin renvoie à une conception glissantienne de l'histoire des Antilles à laquelle je souscris pleinement. Je cite, « Serait-il dérisoire ou odieux de considérer notre histoire subie comme cheminement d'une névrose, la traite comme choc traumatique, l'installation dans le nouveau pays comme phase de refoulement, la période servile comme latence, la libération en 1848 comme réactivation, les délires coutumiers comme symptômes et jusqu'à la répugnance à revenir sur ces choses du passé qui seraient une manifestation du retour du refoulé. Sans doute ne serait-il pas utile et ne deviendrait-il pas probant de fouiller un tel parallèle. Le refoulé historique nous persuade pourtant qu'il y a peut-être là plus qu'un jeu de l'esprit. Quel psychiatre saurait problématiser le parallèle? Aucun. L'histoire a son inexplorable au bord duquel nous errons éveillés. Fin de citation. La psychologie et la pédiopsychiatrie nous ont appris que la construction d'une personnalité se tricote dans le temps, notamment dans la petite enfance, par toute une série d'événements heureux ou malheureux, qui tissent en nous, souvent à notre insu, une mémoire traumatique de l'oubli. J'ai la faiblesse de croire qu'il en va de même pour la construction de la personnalité, l'identité d'un pays, d'un territoire.
Ce que nous avions cru enfouir ou oublier reprend vie, consistance, à la faveur d'un incident banal ou d'un fait anodin. En l'espèce, l'aveu autobiographique de Georges Perec est ici saisissant. Pendant des années, j'ai dessiné des sportifs au corps rigide, aux faciès inhumains. J'ai décrit avec minutie leurs incessants combats. J'ai énuméré avec obstination leur palmarès sans fin. Des années plus tard, dans l'univers concentrationnaire de David Rousset, j'ai lu ceci. La structure des camps de répression est commandée par deux orientations fondamentales. Pas de travail, du sport, une dérision de nourriture. La moindre tâche doit être accomplie au pas de course. La boucle est bouclée. Là où le flou de l'inconscient persistait, la réminiscence du traumatisme subi se rappelle au souvenir du lecteur, surpris de trouver en lui ce qu'il ne cherchait pas. La littérature antillaise contemporaine offre bien des surprises du même ordre. Nous y trouvons, par la grâce de la résilience, jointe à la magie opérante du métissage, une effervescence de mots plus succulents les uns que les autres, afin de donner plus de lustre et d'éclat à notre roman mémoriel des Amériques. Quand Aimé Césaire, dans une prose isolée, déclare « La pression atmosphérique, ou plutôt historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend plus somptueux certains de mes mots », Daniel Maximin dit en somme la même chose avec une conscience nettement plus archipélique du soubassement historique utile aux 4 continents pour édifier une île, la Caraïbe. Je cite Daniel Maximin. Or, l'homme caribéen, métissé par les fureurs de l'histoire, a transformé un destin tragique et bâtard en pur choix de son avenir par la fusion créatrice en lui de toutes les aliénations et de toutes les altérités, sans que rien d'humain, du maître ou de l'esclave, ne lui soit désormais étranger. Mais le blanc qui a imposé aux nègres, par la chair et le fouet, par la foi et la loi, par les livres et le droit, le métissage, comme signe de sa domination, voit sa victoire transformée en défaite, du jour où sa victime décide la transmutation de sa défaite en victoire, en assumant l'histoire comme une claire conscience de ses blessures présentes pour mieux guérir de la maladie mortelle des pleurs sur le passé. Il s'est produit une ruse hegelienne de l'histoire, en somme, là où la victime refuse d'être regardée comme telle et déconstruit le regard de condescendance et de commisération qu'elle suscitait jusque-là. L'injonction de Frantz Fanon prend ici tout son sens. Ne plus être esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Et je crois que ce qui se joue, in fine, dans la production littéraire et la construction d'une identité, sinon nationale, en tous les cas mémorielle, dans la littérature antillaise, c'est un véritable roman que je qualifierais de roman mémoriel des Amériques. Ce que les auteurs antillais sont en train d'édifier, d'élaborer, de livre en livre, de manière consciente ou non, c'est un roman mémoriel des Amériques. Dans ces conditions, et si l'on admet qu'il y a littérature chaque fois que l'artiste se donne pour objectif, non pas de transcrire telle qu'elle la matière brute de la souffrance humaine, mais en la réfractant à travers une ou plusieurs consciences particulières, de nous aider à la comprendre, et peut-être même, parfois, on ne sait jamais, à l'alléger, alors nous pouvons, en utilisant conjointement 2 concepts, empruntés qui à Régine Robin, qui à Édouard Glissant, nous efforcer d'expliquer, in fine, la signification de la récurrence de l'esclavage en tant que lieu de mémoire dans la littérature antillaise contemporaine. Régine Robin définit en ces termes les caractéristiques principales du roman mémoriel, évoquant un processus, je cite, par lequel un individu, un groupe, une société pense son passé en le modifiant, le déplaçant, le déformant, s'inventant des souvenirs, un passé glorieux, des ancêtres, des filiations, des généalogies, ou au contraire, en luttant pour l'exactitude factuelle, pour la restitution de l'événement ou sa résurrection. L'ensemble des auteurs de l'ère géographique qui nous intéresse pourrait souscrire à quelques nuances près à pareils éléments de définition. En effet, la transaction maintes fois opérée entre le passé et le présent par la médiation de l'écriture constitue une posture permanente des auteurs antillais. Ils ne sont pas tous, à l'instar d'un Césaire ou d'un Glissant, violemment harcelés par les affres du passé, mais tous ceux que nous avons lus entretiennent avec le passé des relations partisanes et conflictuelles. Il ne leur est pas possible de faire l'économie d'un travail de mémoire au seul motif que l'œuvre littéraire serait réduite à son expression de pure fiction, produit original d'une imagination éthérée, sans connexion avec le réel. Alors corps défendant ou non, ils écrivent pour eux-mêmes d'abord, en étant sans cesse débordés et interpellés par le fameux drame historique constitutif du peuplement de la Caraïbe d'aujourd'hui, démontrant à l'envi, s'il était besoin, que la mémoire ne peut exister indépendamment du psychisme individuel. Elle est travaillée par des cadres sociaux. À cet égard, l'écrivain exemplarise cette interaction entre l'individuel et le collectif. Il cherche à mobiliser les ressources de sa mémoire individuelle. Il reste en même temps attentif aux traces psychiques et matérielles du passé.
Un passé qui est sans cesse pris à partie dans la littérature antillaise, ou s'il n'est pas pris à partie, ce passé sert de répartie. La mémoire de l'Afrique et de la traite négrière, celle de l'esclavage, du nègre marron, celle des grands hommes, héros fondateurs, mythiques, sont autant de matrices supplémentaires, de lieux de mémoire supplétifs qui nourrissent l'imaginaire des écrivains antillais francophones. Au sein de la palette d'ouvrages que nous avons lus, il est frappant de constater la mise en scène de la tragédie de la Caraïbe est inlassablement réitérée, renouvelée, rappelée, soit par de petites touches impressionnistes, soit à la manière de grands aplats fauvistes. Comment donc des auteurs aussi différents par l'âge, la formation intellectuelle, les choix de vie, les trajectoires professionnelles, les prédilections pour telle ou telle situation narrative, tel ou tel genre littéraire peuvent-ils être apparentés? Comment apparenter ensemble les écrits d'une Gisèle Pineau, d'un Patrick Chamoiseau, d'un Raphaël Confiant, d'un Vincent Placoli ou d'Édouard Glissant, pour citer quelques-uns, et j'en oublie, évidemment la liste n'est pas limitative et exhaustive. Sommes-nous donc en présence d'un véritable champ littéraire, au sens bourdieuieux du terme, ou seulement en face d'une juxtaposition de démarches d'écriture sans aucune résonance entre elles? En somme, peut-on, sur la base des lieux de mémoire, comme l'esclavage, établir des invariants du discours littéraire, des topoïs incontournables structurant l'ordonnancement des textes guadeloupéens et martiniquais d'expression française? Si la réponse est affirmative, et c'est ce que nous croyons du reste, alors la définition du roman mémoriel est parfaitement opératoire, à la fois dans l'acception de Régine Robin, mais également dans celle bien comprise de roman des Amériques que nous propose Édouard Glissant. Je cite, « Je crois que la hantise du passé est un des référents essentiels de la production littéraire dans les Amériques. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il semble qu'il s'agisse de débrouiller une chronologie qui s'est embuée, quand elle n'a pas été oblitérée par toutes sortes de raisons, en particulier coloniales. Le romancier américain, quelle que soit la zone culturelle à laquelle il appartient, n'est pas du tout à la recherche d'un temps perdu, mais se trouve et se débat dans un temps éperdu. Toute chronologie est trop immédiatement évidente, et dans l'œuvre du romancier américain, il faut se battre contre le temps, pour la reconstitution du passé, même en ce qui concerne les régions d'Amérique où la mémoire historique n'a pas été oblitérée. Il s'ensuit que, pris au vertige du temps, le romancier américain le dramatise pour mieux le nier ou le refaire. Je dirais sur ce point que nous sommes les casseurs de pierres du temps. Nous ne le voyons pas s'étirer dans notre passé pour nous porter tranquilles vers l'avenir, mais faire irruption en nous par blocs charroyés, dans des zones d'absence où nous devons difficilement, douloureusement, tout recomposer si nous voulons nous rejoindre et nous exprimer. » Fin de citation. Mission éminente et redoutable assignée à l'écrivain antillais, non seulement faire œuvre d'archiviste, d'archéologue, d'historien, mais encore dire sa vérité sur son temps et le legs de l'histoire. Étant cela que son récit devient roman, épopée, poésie, conte ou fable. La singularité de la création artistique antillaise en matière littéraire est de s'abreuver inlassablement et toujours aux sources d'une réalité historique, revisitée, transformée, transmuée par un réel qui la tient captive et non immédiatement accessible. Albert Camus, dans des phrases aussi mémorables que définitives, plaide pour une littérature embarquée plutôt qu'engagée. L'artiste, selon les mots de Camus, est embarqué dans la galère du temps, dans la galère de son temps. Toutefois, si l'artiste ne peut faire l'économie du réel et doit immanquablement le prendre en charge, lors de son travail d'écriture, son besoin de dire le monde n'exclut nullement le fait de le modifier à sa guise, de le revisiter puissamment en se tenant prudemment à égale distance de deux écueils principaux, l'indifférence ou l'absence de présence au monde d'une part et l'empathie pour le monde, l'époque dont il est issu d'autre part. De la préservation de cet équilibre entre deux pôles d'inspiration permanente, de l'écriture romanesque, naît un chemin d'entrée en littérature, s'ouvre une porte vers l'accès à la production de textes proprement littéraires. Et Albert Camus rappelle en une occasion solennelle que lui procure la remise à Stockholm du prix Nobel de littérature en 1957, de même devant son siècle. L'artiste ne peut ni s'en détourner, ni s'y perdre. S'il s'en détourne, il parle dans le vide, mais inversement, dans la mesure où il le prend comme objet, il affirme sa propre existence en tant que sujet et ne peut s'y soumettre tout entier. Autrement dit, c'est au moment même où l'artiste choisit de partager le sort de tous qu'il affirme l'individu qu'il est et ne pourra sortir de cette ambiguïté. L'artiste prend de l'histoire ce qu'il peut en voir lui-même ou y souffrir lui-même, directement ou indirectement, c'est-à-dire l'actualité au sens strict du mot. Et les hommes qui vivent aujourd'hui n'ont le rapport de cette actualité à un avenir imprévisible pour l'artiste vivant. Rédigé dans un contexte de fureur, celle de la guerre d'Algérie, et l'Algérie, terre natale à laquelle on sait combien Albert Camus est attaché, ces mots sont peut-être datés, mais demeurent porteurs, je crois, d'un sens général qui nous invite à réfléchir sur ce qu'écrire signifie, vraiment. En peignant comme il le fait l'extrême tension entre le silence, le repli sur soi, sur ses mondes intérieurs d'un côté, et de l'autre, l'ouverture au monde et à son temps devant laquelle tout écrivain est placé et doit prendre position, l'éditorialiste du journal Combat,
l'auteur de La Peste, nous donne à entendre le beau mystère de la littérature, la vérité d'un homme se nourrissant de l'histoire des hommes. Autour des mots assemblés qui font sens, la gangue des mots de l'histoire se dilate peu ou prou. Et les auteurs, comme c'est le cas sous le Tropique, qui ont langue liée autant avec le passé que le présent des sociétés auxquelles ils appartiennent, ne peuvent ignorer la complexité du réel, la dualité de la réalité, la pluralité des points de vue. Force est de reconnaître, au sein de nombre de ces littératures embarquées, notamment la littérature antillaise, une volonté farouche d'explorer toutes les facettes d'une histoire pluriséculaire et tourmentée. Sous les tropiques, le drame se joue entre 4 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et à un moindre degré, l'Asie. Je cite, « Nous sommes une île, nous sommes une histoire, nous sommes des hommes. Longtemps, on nous a confondus avec le paradis terrestre. Et pourtant, paradoxalement, les expressions qui nous viennent à la bouche pour tenter de nous nommer ont l'amertume de souffrances indicibles, l'enfer des cannes, la malédiction du soleil, les séquelles de l'esclavage. C'est qu'il y aura toujours 2 visions, l'une extérieure qui nous emprisonne dans le mensonge racoleur des cartes postales, l'autre intérieure qui tente de discerner les fils conducteurs d'une histoire trop longtemps méconnue pour être assumée et trop mal vécue pour être oubliée. Il arrive que l'une et l'autre se trompent, mais le plus souvent, elles se combattent en se complétant. Et vous aurez reconnu sans doute de nouveau Ernest Pépin, une ultime fois convoqué, dont la plume a été, c'est vrai, maintes fois sollicitée ici. Et nous permet de conclure en nous livrant à quelques observations qui visent à relativiser pour partie du moins l'appréciation globale de notre lecture des textes antillais, laquelle ne s'épuise pas évidemment dans ces enjeux par le seul filtre de l'esclavage, lieu de mémoire de la littérature antillaise. Alors que dire pour terminer, pour conclure, s'il est possible de conclure vraiment sur un sujet d'une telle envergure? Nous ne voulons pas donner à croire en effet que l'esclavage est le seul et l'unique support fictionnel de l'écriture antillaise. Il n'est plus aujourd'hui, je crois, un horizon indépassable, mais compte tenu de la force agissante d'une histoire aussi tragique, vécue comme une pathologie obsessionnelle, il constitue de fait un moment clé de la formation d'une identité commune, archipélique, et du réinvestissement collectif au plan des valeurs et des symboles de peuples trop longtemps tenus dans le déni et l'ignorance de leur propre histoire. Certes, l'esclavage et sa cohorte de malheurs ne doivent pas être l'arbre totémique qui cache la forêt des autres topoïs que sont l'exil, l'émigration, le métissage, le statut de la femme, la question de l'oralité, l'art du conte, la musique, autant de thèmes qui sont également récurrents dans les romans et les textes littéraires proposés par les auteurs antillais. Cependant, force est de reconnaître, en paraphrasant la formule fameuse inscrite dans le marbre du Panthéon, aux grands hommes la patrie reconnaissante, que de livre en livre, écrit sous les tropiques depuis le célèbre cahier d'un retour au pays natal, une même exclamation unanime s'élève aux esclaves, bossales ou marrons, la patrie des écrivains antillais reconnaissante. Je vous remercie.